Bonjour, donc je suis Anne-Cécile Robert, je suis membre de l'association pour une constituante. Et je suis par ailleurs journaliste et auteur de livres. Ma participation dans cette table ronde, c'est d'abord de planter le décor, hein, c'est ce dont on est convenu ensemble, concernant... Voilà, c'est ça le problème. Voilà. C'est que ça saute tout le temps. Oui, ça saute tout le temps. Peut-être un service technique, non ? Je connais mieux cette maison que Voilà. Donc voilà, je vais planter le décor en rappelant tout d'abord que cette situation dans laquelle on est, que nous qualifions de machine juridique, ne doit rien au hasard. Voilà. Bon, je vais essayer de parler sans micro parce que sinon on ne va pas y arriver. Donc cette situation de machine juridique dont nous parlons dans cette table ronde ne doit rien au hasard. Vous vous souvenez que le rôle du droit dans la construction européenne est voulu par ceux qui ont pensé la construction européenne dans les années 1950, notamment le très fameux Jean Monnet, qui était partisan d'une Europe fédérale intégrée et qui avait retenu de l'expérience politique européenne que les discussions politiques entre États débouchaient rarement et que les États, si parfois ils pouvaient s'engager dans des projets européens, avaient toujours, en tant qu'État, la possibilité de revenir en arrière au nom de leur souveraineté et parfois tout simplement pour écouter leurs électeurs. Et donc des gens comme Jean Monnet disaient on ne peut pas soumettre la construction européenne à de tels aléas politiques, il faut trouver un moyen d'imposer la construction européenne au-delà, malgré les volontés des États et leur pouvoir d'État souverain. Et c'est comme ça qu'ils ont dit on va se servir du droit. On va faire l'Europe par la construction, par la mise en place de normes. Ces normes juridiques s'imposeront aux États et à leurs citoyens d'une manière uniforme dans l'ensemble des États parties. Et de cette manière, on va construire progressivement par le bas, par la construction d'un système juridique, l'Europe, avec l'idée qu'elle s'approfondisse de plus en plus pour que cette Europe juridique devienne au bout du compte une Europe fédérale. Et l'une des expressions de ça, enfin il y en a deux, mais la première expression de ça, c'est la création par les traités européens d'une norme juridique qui s'appelle le règlement européen, qui est un peu l'équivalent d'une loi, si vous voulez. Ce règlement européen, il a la spécificité d'être obligatoire dans tous ses éléments et d'application directe dans les États membres. Ça, c'est la machine de guerre des gens qui veulent construire l'Europe par le droit, c'est-à-dire le règlement, une fois qu'il est adopté par les institutions européennes, qu'on va résumer en disant les institutions de Bruxelles, il est obligatoire dans tous ses éléments, il n'y a pas besoin de normes de transposition par les États, et il est directement applicable. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de passer par le Parlement, pas besoin de passer par le gouvernement. Et le règlement va être utilisé notamment pour construire le marché commun. Et ça va être d'une redoutable efficacité, puisqu'on va adopter des règlements obligatoires, directement applicables, et il n'y a pas besoin, donc je le répète, de passer par le gouvernement ou par le Parlement. Le deuxième outil juridique, c'est l'existence d'un juge. Les traités européens installent une cour de justice, aujourd'hui appelée la Cour de justice de l'Union européenne, dite aussi Cour de Luxembourg, qui reçoit le monopole de l'interprétation du droit européen. C'est-à-dire, ce n'est pas le ministère des Affaires étrangères, ce n'est pas le Parlement, c'est la Cour de justice qui a le monopole, c'est-à-dire quand on a un doute sur le sens d'un texte européen, c'est la Cour qui donne la bonne interprétation et tout le monde suit. Et avec ça, vous avez une véritable machine de guerre qui va faire que toutes les normes européennes vont s'appliquer avec une très grande force, directement avec la protection des juges. Parce que ça, c'est un élément
aussi très important. Il y a le juge européen, mais il y a tous les juges nationaux qui vont prêter main forte au juge européen. C'est-à-dire concrètement, quand un juge national, par exemple le juge de Bobigny ou n'importe quel juge qui est confronté à un problème de droit européen, il transmet à la Cour de Luxembourg pour interprétation. Et c'est elle qui lui dit, vous devez dire que le règlement veut dire ça. Et les juges collaborent. Ce qui fait que ce système juridique, il est d'une très grande puissance. Il crée des normes obligatoires garanties par des juges. Et ce qui n'était peut-être pas prévu, c'est que le juge européen va être extrêmement volontariste et militant de la construction européenne. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il a eu le choix, le juge européen va choisir l'interprétation la plus favorable à l'Europe et la plus défavorable aux souverainetés nationales. C'est très bien expliqué par un juge allemand qui s'appelle Dieter Grimm, qui était membre du tribunal constitutionnel allemand, et qui explique à chaque fois que le juge de Luxembourg a le choix, au lieu d'être réservé, il va choisir l'interprétation qui favorise l'intégration européenne au détriment de l'interprétation nationale, de l'interprétation favorable aux États. Et il a donc expliqué, Diane Lebéguet qui faisait allusion à l'instant, que le droit européen forme un ordre juridique propre, distinct de l'ordre juridique national, mais aussi distinct de l'ordre juridique international. Vous allez me dire, on s'en fiche. Pas du tout, c'est extrêmement important. Dire que l'ordre juridique européen est distinct, par exemple, de l'ordre juridique international, ça veut dire, par exemple, qu'il peut se permettre de se développer contre les souverainetés. Alors que quand vous avez un problème d'interprétation en général en droit international, Benjamin Morel nous dira sans doute des choses plus précises que je peux le faire moi-même sur ce sujet, on est précautionneux vis-à-vis des souverainetés. Et d'ailleurs, et quand il y a un doute, en général, on demande au ministère des Affaires étrangères. Là, cet ordre juridique propre, ordre juridique européen, il permet en fait de développer un système qui va petit à petit détruire les souverainetés nationales. Et l'un des coups de maître de la Cour de Luxembourg, ça va être le fameux principe de primauté, c'est-à-dire que la Cour de Luxembourg va inventer un principe qui n'existe pas dans les traités, qui n'existe toujours pas dans les traités, qui s'appelle le principe de primauté du droit européen sur les droits nationaux. Ça veut dire quoi? C'est que quand un juge est confronté à un conflit entre une norme européenne et une norme nationale, il doit faire prévaloir la norme européenne. Ça, c'est la Cour de justice de Luxembourg qui l'a inventé, ça n'existe pas, c'est pas écrit dans les traités. Elle a dit qu'elle le déduisait d'une manière tout à fait logique des traités, genre il est évident, si on fait une déduction logique, que le droit européen doit l'emporter sur le droit national. Et ce principe de primauté, elle l'a inventé en 1964, et à aucun moment, et c'est ça qui est extraordinaire, les gouvernements ne l'ont remis en cause. Parce que les gouvernements, et ça va faire l'objet aussi de notre discussion tout à l'heure, les gouvernements restent souverains dans ce bazar. C'est-à-dire, ils peuvent très bien dire « Ah ben moi je ne signe pas le prochain traité », ou dans le prochain traité je demande qu'on abolisse le principe de primauté, ou je demande qu'on revienne à l'unanimité, ou les États pourraient faire ça. Ils ne le font pas. Et on a vu avec le Mercosur à quel point ils se couchent, les États. Donc ça, c'est extraordinaire. Les États ont accepté le principe de primauté qui remet en cause leur souveraineté. Alors pourquoi? Il y a plein d'interprétations possibles. L'une des interprétations, pourquoi est-ce que les États ont accepté ce principe de primauté? C'est qu'en fait, c'est un peu le poker menteur entre eux. La France dit j'accepte le principe de primauté pour emmerder les Allemands. Parce que comme ça, le droit européen va corseter les Allemands, et puis nous, les Français, on se débrouillera. Et puis les autres, ils raisonnent pareil. En gros, chacun se dit que le principe de primauté va embêter l'État voisin, et pas soi. En fait, ça embête tout le monde, au profit d'une construction qui devient de plus en plus fédérale, et en plus, de plus en plus fédérale du point de vue bureaucratique. Et je conclus à Lisbonne, le dernier grand traité qui a été adopté, c'est le fameux traité de Lisbonne en 2008, qui est, vous savez, le copier-coller du traité constitutionnel. Et certains États ont posé la question du principe de primauté. Et les États ont choisi de ne pas inscrire le principe de primauté dans les traités, mais ils l'ont mis dans une déclaration
annexées au traité. Alors les déclarations annexées au traité, elles sont politiques, elles n'ont pas la même force que le traité, mais c'est un engagement que prennent les États, une déclaration politique d'adhésion à la souveraineté. Alors moi j'aurais tendance à dire, pour terminer sur une formule un peu triviale, qu'on pourrait dire, pour s'en sortir, que cette déclaration politique, c'est un peu comme les vœux que font les gens quand ils se marient, vœux de fidélité éternelle, mais qui ne sont peut-être pas obligés de respecter.